La jeune mariée est restée paralysée en voyant sa photo d'enfance dans la main du millionnaire pendant le mariage. La musique douce emplissait le salon décoré de fleurs blanches et de bougies dorées. Camille Bernard, 24 ans, dansait au centre de la piste avec son fiancé Julien, pendant que les invités applaudissaient, émus. Sa robe de dentelle scintillait sous les lumières tamisées, mais dans ses yeux noisettes, il y avait quelque chose de distant. Une ombre que même le bonheur de ce jour ne parvenait pas à effacer. C'était son jour, le jour où elle devenait enfin Madame Moreau, le jour où elle cessait d'être simplement Camille. L'orpheline s'en passait pour devenir la femme de quelqu'un, pour appartenir à une famille. Pourtant, au fond de son cœur, une petite voix chuchotait toujours la même question. « D'où viens-tu vraiment ?» Camille avait grandi dans un orphelinat des montagnes de Haute-Savoie. Dans l'est de la France, elle n'avait aucun souvenir clair de son enfance avant l'âge de 5 ans. Seulement des flashs, une voix féminine qui chantait une berceuse, le parfum du jasmin et la sensation de grandes mains qui tenaient dans les siennes. La directrice de l'orphelinat lui avait toujours dit qu'elle avait été retrouvée seule sur une route rurale, sans papier, sans nom. La seule chose qu'elle portait était un petit pendentif en argent avec l'initiale S, gravé. S, pourquoi, pour qui? Camille ne l'avait jamais su pendant toute son enfance. Elle avait serré ce pendentif dans sa main chaque fois qu'elle se sentait seule, c'est-à-dire presque tous les soirs. Les autres enfants avaient des histoires, même tristes. Elle n'avait que du vide. Mais aujourd'hui, tout ça était censé changer. Aujourd'hui, elle épousait Julien, un homme doux et attentionné qui l'aimait malgré son passé flou. Aujourd'hui, elle construisait son propre avenir. Alors pourquoi cette ombre ne disparaît-elle pas? À côté de la table principale, un homme d'environ 60 ans observait la fête avec une expression mélancolique. C'était Étienne Leclerc, un entrepreneur connu dans tout Lyon, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Ses cheveux grisonnants étaient soigneusement peignés, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant une petite photographie usée par le temps. L'image montrait une petite fille de 5 ans, des cheveux châtains bouclés, un sourire espiègle, portant une robe bleue avec de petites marguerites brodées. Étienne caressait la photo comme on touche une relique sacrée. Ses yeux étaient humides. 19 ans plus tôt, sa fille, Sabrina, avait disparu lors d'une promenade à la campagne. Lui et sa femme, Hélène, s'étaient arrêtés dans une station-service sur la route d'Annecy. Quand ils étaient revenus à la voiture, la petite n'était plus là. La police avait fouillé chaque recoin, les montagnes, les villages, mais n'avait jamais trouvé la moindre trace. Hélène était morte de chagrin 3 ans plus tard. Étienne, lui, n'avait jamais récupéré. Depuis, il portait cette photo partout. C'était sa façon de garder sa fille en vie, de ne pas oublier son visage, son rire, la manière dont elle l'appelait « papa », avec cette voix aiguë et pleine d'amour. Il n'était venu à ce mariage que par politesse. Le père de Julien était un associé commercial, mais Étienne n'avait pas le cœur à la fête. Il n'avait plus le cœur à rien depuis 19 ans. En cet instant, tandis que Camille et Julien dansaient, elle tourna légèrement, et son regard croisa celui d'Étienne. Il était assis seul, tenant la photographie contre la lumière. Le cœur de Camille s'arrêta. Elle reconnut l'image instantanément. C'était elle, la même photo que la directrice de l'orphelinat avait gardée dans une enveloppe jaunâtre. La seule preuve que Camille avait existé avant d'être retrouvée, la même photo qu'elle cachait dans une boîte en bois sous son lit depuis toujours. Comment est-ce possible? Camille sentit ses jambes faiblir. La musique continuait, mais elle n'entendait plus rien. Elle ne voyait que cet homme, cet étranger, avec son enfance entre les doigts. « Camille, ça va ?» demanda Julien, inquiet en voyant le visage de sa femme devenir livide. Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur la photographie, sur cet homme, sur ce passé qui surgissait comme un fantôme au milieu de son présent. « Je reviens tout de suite », murmura-t-elle en s'écartant doucement de Julien. Elle traversa la piste de danse comme dans un brouillard. Les invités riaient, trinquaient, mais Camille ne les voyait pas. Elle ne voyait que lui, que cette photo. Étienne leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. Il la regarda d'abord avec surprise, puis avec une expression étrange, comme s'il voyait quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. « Excusez-moi, monsieur », dit Camille d'une voix tremblante. Elle avait du mal à respirer. « Cette photographie, d'où la tenez-vous » Étienne cligna des yeux. Déstabilisé par la question, il regarda la photo dans sa main,
Puis de nouveau Camille, quelque chose dans son regard changea. Une lueur de reconnaissance peut-être, ou simplement de confusion. « C'est ma fille », répondit-il, la voix étranglée. « Elle a disparu il y a 19 ans. Je n'ai jamais cessé de la chercher. » Camille sentit le monde basculer. Elle porta machinalement la main à son cou, touchant le pendentif qu'elle portait caché sous sa robe de mariée. Cette initiale S qu'elle n'avait jamais comprise. « Monsieur, moi aussi j'ai cette photo. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Étienne se figea. Ses lèvres tremblèrent. « Comment est-ce possible ? Je ne sais pas, » chuchota Camille. Les larmes montaient. « J'ai été retrouvée en Haute-Savoie quand j'avais 5 ans. Je n'ai aucun souvenir d'avant, aucun nom, rien. Juste cette photo et un pendentif. » Elle sortit le pendentif de sous sa robe. La lumière des bougies fit briller l'initiale gravée. S. Étienne laissa tomber son verre de champagne. Le cristal explosa sur le sol de marbre, mais personne ne sembla remarquer. Tout autour d'eux, la fête continuait, joyeuse et insouciante. Mais entre Camille et Étienne, le temps s'était arrêté. « Pour Sabrina ?» demanda-t-elle dans un souffle. Étienne couvrit son visage avec ses mains. Des larmes coulaient entre ses doigts. Il savait, il avait toujours su que ce jour viendrait, que quelque part, sa fille était vivante, qu'il la retrouverait. Mais de l'autre côté du salon, une femme élégante observait la scène avec une expression glaciale. C'était Véronique Leclerc, la sœur cadette d'Étienne. Elle portait une robe rouge sombre et des bijoux coûteux. Ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas de la joie. C'était de la peur. Véronique avait orchestré la disparition de Sabrina 19 ans plus tôt. Et maintenant, en voyant cette jeune mariée tenant le même pendentif, affichant les mêmes yeux noisettes de la famille Leclerc, elle savait que son secret était sur le point d'être révélé. Camille et Étienne s'étaient réfugiés dans un petit salon adjacent, loin du bruit de la fête. Julien avait tenté de suivre sa femme, mais elle lui avait demandé quelques minutes seule avec cet homme. Il avait accepté, inquiet, mais respectueux, dans cette pièce silencieuse aux murs tapissés de velours grenat. Camille s'assit face à Étienne, entre eux, sur une petite table basse. Les deux versions de la même photographie reposaient côte à côte. Identiques, impossibles, et pourtant réelles. « Racontez-moi » dit doucement Camille. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » Étienne prit une longue inspiration. Ses mains tremblaient toujours. Il avait l'air d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules depuis trop longtemps. « C'était un dimanche de mai, » commença-t-il, la voix brisée. « Il faisait beau. Ma femme Hélène voulait emmener Sabrina voir les montagnes. Notre petite adorait les fleurs sauvages. On s'est arrêté dans une station-service sur la route d'Annecy. Hélène est entrée acheter de l'eau. Moi, j'ai fait le plein. Sabrina était dans la voiture, avec sa poupée préférée. » Il s'interrompit, les yeux perdus dans un passé qui le hantait. Quand on est revenu, elle n'était plus là. La portière était ouverte, la poupée par terre, rien d'autre, pas de cris, pas de témoins, rien. Camille sentit un frisson parcourir son dos. Elle connaissait cette sensation, ce vide, ce néant qui remplace les souvenirs. La police a fouillé partout, continua Étienne. Pendant des mois, des années, mais Sabrina avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé, sauf qu'elle existait, murmura Camille en touchant le pendentif. Je suis peut-être... Ne dites rien encore, la coupa gentiment Étienne. Je ne veux pas espérer pour être déçu une nouvelle fois, mais il la regarda avec une intensité douloureuse. Vous avez ses yeux, les yeux de ma mère, les yeux des Leclerc. Camille baissa le regard. Elle avait toujours détesté ses yeux, trop ordinaires, pensait-elle. Mais peut-être qu'il racontait une histoire qu'elle ne connaissait pas. Quand vous avez été retrouvés, vous souvenez-vous de quelque chose ? Presque rien, avoua Camille. Des flashs, une voix de femme qui chantait, le parfum du jasmin. Ma mère en mettait. Étienne hocha lentement la tête. Les larmes coulant librement maintenant. Hélène adorait le jasmin. Elle en portait tous les jours. Un silence lourd s'installa. Camille sentait son cœur battre si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Tout était trop étrange, trop parfait, trop effrayant. Monsieur Leclerc, Étienne, appelez-moi Étienne, s'il vous plaît. Étienne, répéta-t-elle doucement. Que proposez-vous que nous fassions ?
Il se redressa, essuyant ses yeux avec un mouchoir brodé. Un test ADN, c'est la seule façon d'être certain. Je connais un laboratoire discret à Lyon. Nous pouvons le faire dès demain, si vous êtes d'accord. Camille sentit la peur l'envahir. Un test, une vérité, une vie qui changerait complètement, ou qui resterait exactement la même. Que préférait-elle? D'accord? Dit-elle finalement. Oui, je veux savoir. Étienne esquissa un sourire tremblant, le premier sourire sincère qu'il avait eu depuis des années. Merci, chuchota-t-il. Merci de me donner cette chance. Mais à travers la porte entr'ouverte du petit salon, une silhouette observait la scène. Véronique Leclerc n'avait pas perdu un mot de la conversation. Son visage, habituellement composé et élégant, était maintenant tordu par la panique. Non, 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 ce n'est pas possible. Elle s'éloigna rapidement, le cœur battant la chamade, ses talons claquaient nerveusement sur le marbre du grand salon. Elle attrapa une coupe de champagne et la vida d'un trait, tentant de calmer les tremblements qui s'emparèrent de ses mains. 19 ans qu'elle croyait cette affaire enterrée. Littéralement, Véronique se souvenait parfaitement de ce jour de mai. Elle se souvenait de la jalousie qui la rongeait en voyant Étienne modifier son testament, laissant tout à cette gamine, à Sabrina, une enfant de 5 ans qui allait hériter d'un empire hôtelier, pendant que Véronique, qui avait travaillé aux côtés de son frère pendant des années, ne recevrait que des miettes. C'est injuste, s'était-elle répétée, tellement injuste. Elle n'avait jamais voulu que la petite meure, jamais. Elle n'était pas un monstre. Elle voulait juste qu'elle disparaisse, qu'elle aille ailleurs, qu'Étienne l'oublie et se concentre sur l'entreprise, sur la famille. Sur Véronique, elle avait payé 2 hommes, 2 types discrets avec un passé douteux. Les instructions étaient claires, emmener l'enfant loin, très loin, dans un endroit où elle ne pourrait jamais être retrouvée, un orphelinat éloigné, une autre ville, un autre pays même, peu importé, tant qu'elle ne revenait jamais. Les hommes avaient pris l'argent, ils avaient fait le travail, et Véronique n'avait plus jamais entendu parler d'eux. Elle avait supposé qu'ils avaient... Eh bien, elle préférait ne pas trop y penser. Mais pendant toutes ces années, elle s'était convaincue que Sabrina était morte, que c'était fini, que son secret était en sécurité. Sauf que maintenant, cette fille, cette Camille, se tenait devant Étienne avec le même pendentif. La même photo, les mêmes yeux de famille, les imbéciles, pensa Véronique avec rage. Ils ne l'ont même pas tuée, ils l'ont juste abandonnée. Elle observa Camille qui sortait du petit salon, rejoignant Julien avec un air bouleversé. La jeune mariée était pâle, fragile, clairement dépassée par les événements. Une proie facile, Véronique sourit lentement. Elle avait passé 19 ans à protéger son secret. Elle n'allait pas laisser une orpheline opportuniste tout détruire maintenant. Camille retrouva Julien près du buffet. Il la prit immédiatement dans ses bras. « Mon Dieu, Camille, tu es glacée. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» Je ne sais pas encore, murmura-t-elle contre son épaule. Mais il pense que je pourrais être sa fille disparue il y a 19 ans. Julien s'écarta légèrement pour la regarder dans les yeux. Quoi? Il a la même photo que moi, exactement la même, et... Elle sortit le pendentif. Sa fille s'appelait Sabrina, S comme Sabrina. Julien secoua la tête, incrédule. C'est dingue. Tu crois vraiment que... Je ne sais pas, coupa Camille, au bord des larmes. Je ne sais rien. Mais demain, on fera un test ADN, et on saura. Julien la serra plus fort. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Tu m'entends? Peu importe ce que ce test révèle. Camille hocha la tête, incapable de parler. Elle avait passé toute sa vie à se demander d'où elle venait, et maintenant, la réponse était peut-être à portée de main, mais cette perspective la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Que se passerait-il si Étienne était vraiment son père? Si elle avait une famille, si toute sa vie n'était qu'un mensonge construit sur un enlèvement, et surtout, qui lui avait volé son enfance? De l'autre côté du salon, Véronique Leclerc levait sa coupe de champagne, souriant aux invités avec une élégance parfaite. Mais sous ce masque de respectabilité, une seule pensée tournait en boucle dans son esprit. Je ne les laisserai pas gagner. Les jours suivant le mariage furent les plus longs de la vie de Camille. Le laboratoire avait promis les résultats dans 1 semaine. 7 jours interminables pendant lesquels elle oscillait entre espoir fou
et terreur paralysante. Elle ne dormait plus. Chaque nuit, elle fixait le plafond de sa chambre. Julien endormi à ses côtés, et son esprit tournait en boucle. Et si c'était vrai? Et si ce n'était qu'une coïncidence cruelle? Et si Étienne était déçu? Et si elle l'était? Les cauchemars avaient commencé la deuxième nuit. Des images fragmentées, confuses, une route sombre, des mains qui l'attiraient, une voix d'homme qui disait « Allez, vite, avant qu'on nous voie ». Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, incapable de distinguer les souvenirs réels des inventions de son cerveau fatigué. « Tu devrais peut-être voir quelqu'un », suggéra Julien un matin au petit déjeuner. « Un thérapeute, c'est beaucoup à gérer, Camille. »« Je vais bien », mentit-elle en sirotant son café froid. Mais elle n'allait pas bien. Elle était en train de se perdre dans cette attente, dans cette incertitude qui dévorait tout. Le 3e jour, quelqu'un frappa à la porte de leur petit appartement en début d'après-midi. Camille ouvrit, surprise de trouver Véronique Leclerc sur le palier, élégante dans un tailleur beige impeccable, un sourire poli aux lèvres. « Madame Moreau », dit-elle avec une douceur étudiée. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Camille cligna des yeux, déstabilisée. Elle avait à peine remarqué cette femme au mariage. Et maintenant, elle se tenait devant sa porte. Non. Entrez, je vous en prie. » Véronique pénétra dans l'appartement avec l'assurance de quelqu'un habitué aux beaux espaces. Son regard balaya rapidement le petit salon. Les meubles modestes, les murs qui auraient besoin d'une couche de peinture, les livres empilés par terre. Elle ne fit aucun commentaire. Mais Camille sentit le jugement silencieux. « Je voulais vous parler », commença Véronique, en s'asseyant délicatement sur le canapé. « À propos de mon frère, Étienne. » Camille s'installa en face d'elle, mal à l'aise. « Je vous écoute. » Véronique croisa les jambes, joignant ses mains gantées sur ses genoux. « Vous devez comprendre, Étienne a vécu un enfer ces 19 dernières années. La disparition de Sabrina l'a détruit. Il a dépensé une fortune en détectives privés, en fausses pistes, en arnaqueurs qui promettèrent de retrouver sa fille. » Elle marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Il est vulnérable, désespéré, et je crains qu'il ne soit en train de s'accrocher à un espoir qui va le briser encore plus. » Camille sentit la colère monter. « Vous pensez que je mens ? » ?»« Non, ma chère, » répondit Véronique avec un sourire condescendant. « Je pense que vous croyez sincèrement être Sabrina. Mais la vérité, c'est que des milliers d'enfants ont disparu en France dans les années 2000. Vous pourriez être n'importe qui. Et cette photographie, eh bien, les photos d'enfants se ressemblent toutes, n'est-ce pas ? Le ton était doux, presque maternel, mais les mots étaient des coups de couteau. « J'ai le même pendentif », protesta Camille. « Le même nom, les mêmes espoirs », la coupa Véronique gentiment. « Je comprends. Vous avez grandi seule, sans famille. C'est terrible, vraiment. Mais profitez de la douleur d'un vieil homme. »« Je ne profite de personne », s'exclama Camille, se levant brusquement. « C'est lui qui m'a approché. C'est lui qui a demandé le test ADN. » Véronique se leva aussi, lissant sa jupe avec des gestes précis. « Bien sûr. Et si ce test était négatif, ce qui sera très probablement le cas, vous disparaîtrez. Ou chercherez-vous d'autres moyens de rester dans sa vie, dans sa fortune ?» Camille sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de rage et d'humiliation. « Sortez. » Véronique inclina la tête, un sourire satisfait aux lèvres. « Je voulais juste m'assurer que vous compreniez ce qui est en jeu. Pour Étienne, pour notre famille. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Oh, et un conseil, ma chère. Si vous tenez vraiment à mon frère, laissez tomber cette histoire. Ça ne lui fera que du mal. » La porte se referma doucement, laissant Camille tremblante au milieu de son salon. Elle ne parla pas de cette visite à Julien, ni à Étienne, mais les mots de Véronique la hantaient. Et si elle avait raison ? Et si tout ça n'était qu'un terrible malentendu ? Et si elle était vraiment juste une orpheline opportuniste qui voulait croire en un conte de fées ? Le 5e jour, les rumeurs commencèrent à Lyon. Camille l'apprit par une ancienne collègue qui l'appela, gênée. « Écoute, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais il y a des gens qui parlent. Qui parlent de quoi ? De toi et de Monsieur Leclerc. Ils disent que que tu essayes de... Tu sais, le silence qui suivit en disait long. Que j'essaie de quoi ? Demanda Camille, la voix blanche. De te faire passer pour sa fille disparue. Pour l'argent. Je sais que c'est stupide, mais... Les gens jasent. Camille raccrocha sans répondre.
Elle resta assise, le téléphone dans la main, sentant le monde s'effondrer autour d'elle. Véronique avait été occupée. Julien rentra du travail ce soir-là pour trouver sa femme recroquevillée sur le canapé, les yeux rouges. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui raconta tout. La visite de Véronique, les rumeurs, les doutes qui la rongeaient. Julien s'assit à côté d'elle, la prenant dans ses bras. « Tu sais ce que je pense. » « Quoi? Que cette femme a peur. Si elle prenait la peine de venir ici, de répandre des rumeurs, c'est qu'elle croit que tu es vraiment Sabrina, et ça la terrifie. » Camille n'avait pas pensé à ça. Elle releva la tête, rencontrant le regard de Julien. Pourquoi ça la terrifierait? Je ne sais pas, mais tu devrais en parler à Étienne. Il a le droit de savoir ce que sa sœur manigance. Pendant ce temps, dans son bureau feutré d'un immeuble haussmannien, Étienne Leclerc n'arrivait pas non plus à dormir. Il avait engagé un détective privé, le meilleur de Lyon, pour enquêter discrètement sur Camille Bernard. Non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il voulait comprendre comment sa fille avait pu disparaître pendant 19 ans, comprendre qui l'avait prise, comprendre pourquoi. L'enquêteur, un homme trapu nommé Bertrand, était assis en face de lui. Feuilletant des dossiers, « J'ai épluché tous les registres de l'orphelinat de Haute-Savoie, » dit-il. « Camille Bernard a effectivement été retrouvée en mai 2006, exactement une semaine après la disparition de votre fille. Elle était seule, au bord d'une route départementale, à environ 200 km de la station-service où Sabrina a disparu. » Étienne sentit son cœur se serrer. Une semaine. Ils l'ont gardée pendant une semaine. Apparemment, les autorités locales ont fait des recherches, mais aucune famille n'a réclamé l'enfant. Elle ne parlait presque pas, elle répétait juste un prénom, Sabrina. Le silence dans le bureau était assourdissant. « Monsieur Leclerc » reprit Bertrand lentement. « Je dois vous dire quelque chose. J'ai trouvé des incohérences dans les témoignages de l'époque. Des zones d'ombre et... » Il hésita. « Et quoi ?» J'ai retrouvé la trace de 2 hommes qui avaient des antécédents criminels et qui se trouvaient dans la région au moment de la disparition. Ils ont reçu une grosse somme d'argent peu après. 50 000 € chacun. Étienne se redressa brusquement. De qui? D'où venait cet argent? Bertrand le regarda droit dans les yeux. Je creuse encore, mais le virement, il venait d'un compte de la famille Leclerc. Le monde bascula. Le 7e jour arriva enfin. Camille se réveilla avec une boule dans l'estomac. Aujourd'hui, elle saurait. Aujourd'hui, tout changerait. D'une manière ou d'une autre, le laboratoire avait appelé Étienne la veille au soir. Les résultats étaient prêts. Ils avaient convenu de se retrouver dans son bureau privé. Loin des regards indiscrets de Lyon, Julien avait proposé de l'accompagner, mais Camille avait refusé. Elle devait faire ça seule. Ou plutôt, elle devait le faire avec Étienne, son peut-être père. La tour de bureau où se trouvait le siège de Leclerc Hôtel dominait la ville. Camille entra dans le hall de marbre, impressionnée malgré elle par le luxe discret des lieux. Des employés élégants traversèrent le rez-de-chaussée avec des attachés-cases, parlant affaires au téléphone. C'était un monde qu'elle ne connaissait pas. « Et si c'était mon monde ?» pensa-t-elle en montant dans l'ascenseur. L'assistante d'Étienne la fit entrer directement. Il l'attendait debout près de la fenêtre, regardant Lyon s'étendre sous le ciel gris de décembre. Il se retourna quand elle entra, et Camille vit qu'il avait pleuré. « Camille », dit-il simplement, sur son bureau, une enveloppe blanche reposée, encore scellée. « Vous ne l'avez pas ouverte ?» demanda-t-elle, surprise. « Je voulais attendre, que nous le fassions ensemble. » Camille s'approcha lentement. Son cœur battait si fort qu'elle entendait le sang pulser dans ses oreilles. Étienne prit l'enveloppe d'une main tremblante et la décacheta avec précaution, comme s'il manipulait une bombe. Il déplia les feuilles, ses yeux parcourant rapidement les lignes techniques, les graphiques, les pourcentages. Camille retenait son souffle, puis elle vit son visage changer, ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent de larmes, et il tomba à genoux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « Oh mon Dieu, c'est vrai !» Camille sentit ses jambes lâcher. Elle s'agenouilla aussi, incapable de parler. Probabilité de paternité, 98,98%. Lut Étienne d'une voix brisée. « Tu es ma fille. Tu es Sabrina. Tu es revenue. » Il la prit dans ses bras, sanglotant sans retenue. Camille, d'abord figée, fondit en larmes aussi. Toute sa vie, elle avait voulu entendre ces mots. « Tu es ma fille. » Ils restèrent ainsi longtemps,
enlacée sur le sol du bureau, pleurant des années de séparation, de douleur, de questions sans réponse. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que ce moment, ce retour impossible. « Je t'ai cherché partout », chuchota Étienne contre ses cheveux. « Partout. Chaque jour pendant 19 ans. Je savais que tu étais vivante. Je le savais. Papa, murmura Camille, testant le mot pour la première fois depuis l'âge de 5 ans. Il éclata en sanglots à nouveau. Ils passèrent l'heure suivante à parler. Étienne lui montra des albums photos, des images de Sabrina bébé, de sa mère Hélène la tenant dans ses bras, de leur maison de campagne près du lac d'Annecy. Camille découvrait une vie qu'elle aurait dû vivre, une famille qu'elle aurait dû connaître. « Ta mère », commença Étienne, la voix nouée. « Elle est morte il y a 16 ans. Le chagrin l'a tuée. Elle n'a jamais accepté de ne pas savoir ce qui t'était arrivé. » Camille toucha une photo de Hélène, une femme élégante, au sourire doux, aux yeux noisettes identiques aux siens. « Je suis désolée, » dit-elle. « J'aurais tellement aimé la connaître. Elle aurait été si heureuse de te voir aujourd'hui, si fière de la femme que tu es devenue. » Camille sentit une tristesse profonde l'envahir. Elle avait retrouvé un père, mais perdu à jamais la chance de connaître sa mère. « Étienne, papa. » Elle hésita. « Qui m'a enlevé? Qui a fait ça ?» Le visage d'Étienne se durcit. « Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Je te le promets. » Un coup brutal à la porte les interrompit, avant qu'Étienne ne puisse répondre. La porte s'ouvrit à la volée. Véronique entra comme une tornade, le visage déformé par la rage. « C'est quoi ce cirque ?» cracha-t-elle. Elle avait dû apprendre la nouvelle, probablement par l'assistante d'Étienne. Son masque de respectabilité avait complètement disparu. « Véronique », dit Étienne en se levant, se plaçant instinctivement devant Camille. « Ce n'est pas le moment. Pas le moment. Tu es en train de te ridiculiser, Étienne. Cette fille est une menteuse. Une arnaqueuse. Elle a manipulé les tests. Les tests ne mentent pas, répondit Étienne froidement. Camille est Sabrina. Elle est ma fille. Non, hurla Véronique. C'est impossible. Sabrina est morte. Le silence qui suivit fut glacial. Camille vit Étienne se figer. Comment peux-tu en être si sûre ? Demanda-t-il lentement, dangereusement. Véronique réalisa son erreur trop tard. Elle ouvrit la bouche, la referma, cherchant désespérément une explication. Je veux dire, après toutes ces années... Non, dit Étienne, s'approchant d'elle. Tu as dit qu'elle était morte, pas disparue. Morte. Comment le sais-tu, Véronique ? La panique traversa le visage de Véronique. Elle recula d'un pas. Tu délires, je n'ai rien dit de tel. Si, la voix d'Étienne tremblait de rage contenue. Et je vais te poser la question une seule fois. Qu'as-tu fait ? Rien, je n'ai rien fait. Alors pourquoi as-tu rendu visite à Camille il y a 3 jours ? Pourquoi essaies-tu de la discréditer dans tout Lyon ? Pourquoi as-tu si peur qu'elle soit ma fille ? Véronique se tourna vers Camille, les yeux brillants de haine. Parce qu'elle ne mérite pas cet héritage. Parce que j'ai travaillé toute ma vie pour cette entreprise, pendant que tu gâtais cette gamine. Parce que ce n'est pas juste. Donc c'est ça, murmura Étienne, livide. L'argent, tout ça pour l'argent. Ce n'est pas juste pour l'argent, protesta Véronique. C'est une question de principe, de mérite. Sors de mon bureau, dit Étienne d'une voix blanche. Maintenant. Étienne. Sors. Véronique tressaillit. Elle lança un dernier regard venimeux à Camille. Un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Puis sortit en claquant la porte. Étienne se laissa tomber dans son fauteuil, les mains tremblantes. Elle sait quelque chose, dit Camille doucement. N'est-ce pas ? Il hocha la tête, les yeux fermés. Le détective que j'ai engagé a trouvé des traces de virements suspects. 50 000 € versés à 2 criminels peu après ta disparition. L'argent venait d'un compte Leclerc. Camille sentit le froid l'envahir. « Tu penses que c'est elle ? Je ne veux pas le croire, » chuchota Étienne. « C'est ma sœur, mais... » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Camille s'approcha et posa sa main sur celle de son père. « On découvrira la vérité, ensemble. » Étienne ouvrit les yeux, la regardant avec une tendresse douloureuse. « J'ai passé 19 ans à te chercher. Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne laisserai personne te faire du mal. Plus jamais. Je sais. » Papa, ce mot, papa, sembla lui donner la force qu'il cherchait.
Il se redressa, essuya ses yeux et décrocha son téléphone. « Bertrand, c'est Étienne Leclerc. Je veux que vous creusiez plus profond. Je veux tout savoir sur ces virements. Je veux les noms, les dates, les preuves, tout. » Il marqua une pause, regardant Camille. « Et je veux savoir si ma sœur a quelque chose à voir avec la disparition de ma fille. » Après avoir raccroché, ils restèrent assis en silence, regardant Lyon par la grande baie vitrée. Quelque part dans cette ville, Véronique Leclerc préparait sa contre-attaque. Mais pour la première fois depuis 19 ans, Étienne n'était plus seul dans ce combat. Il avait retrouvé sa fille, et il était prêt à tout pour la protéger. Cette nuit-là, Camille fit le rêve le plus vivide de sa vie. Elle était petite, si petite que ses pieds ne touchèrent presque pas le sol de la voiture. Il faisait chaud. L'odeur du jasmin emplissait l'habitacle. Une voix douce chantonnait une berceuse. « Fais dodo. Colla, mon petit frère. »« Maman » appelait-elle. Mais la voix s'éloignait. Puis des mains, grandes, rugueuses, l'attrapaient brusquement. Elle criait. La portière s'ouvrait. Le soleil l'aveuglait. « Allez, vite, avant qu'il revienne » disait une voix d'homme. Grave et pressée. « T'es sûr qu'on doit faire ça ?» demandait une autre voix, plus jeune, hésitante. « On est payé pour... Allez, bouge !» On la poussait dans un autre véhicule. Elle pleurait, appelait sa maman, son papa, mais personne ne venait. Puis le rêve changeait. Elle voyait un visage de femme élégante, aux lèvres pincées, aux yeux froids. Cette femme parlait aux hommes, leur tendait une enveloppe. « Emmenez-la loin, très loin, où personne ne pourra la retrouver. » Et après, demandait l'un des hommes. La femme haussait les épaules avec indifférence. « Ça m'est égal. Faites-en ce que vous voulez, du moment qu'elle ne revient jamais. » Camille se réveilla en hurlant. Julien la secoua doucement, affolé. « Camille, Camille, réveille-toi. C'est un cauchemar. » Elle s'assit dans le lit, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre. Les images étaient si nettes, si réelles. Ce n'était pas juste un rêve, c'était un souvenir. « J'ai vu son visage, » murmura-t-elle tremblante. « La femme qui a ordonné mon enlèvement. Je l'ai vue. »« Qui ?» demanda Julien en lui tendant un verre d'eau. Camille but avec avidité, essayant de calmer sa respiration. « Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était Véronique. » Le lendemain matin, Camille se rendit directement chez Étienne. Il l'accueillit dans le salon de sa magnifique maison de Fourvière, inquiet en voyant ses cernes et sa pâleur. « Tu n'as pas dormi ? J'ai fait un rêve, ou plutôt un souvenir. » Elle lui raconta tout. Les voix, les mains, la femme qui donnait des ordres. Étienne l'écouta en silence, son visage se durcissant à chaque détail. « Tu es certaine que c'était Véronique ? » ?»« Non, » admit Camille. « Je n'avais que 5 ans. Mais le visage, il lui ressemblait. Et les mots qu'elle a utilisés... » Étienne serra les poings. « Bertrand m'a appelé ce matin. Il a réussi à localiser l'un des 2 hommes qui ont reçu l'argent, un certain Luc Moreau. Il vit dans un village près de Grenoble. Il a accepté de parler. Pas encore, mais il va le faire. » Le ton d'Étienne ne laissait aucun doute sur sa détermination. Camille posa sa main sur son bras. « Papa, si c'est vraiment elle, ta propre sœur, alors elle paiera, » coupa-t-il sèchement. « Famille ou pas, si elle t'a fait ça, si elle nous a fait ça, elle paiera. » Pendant ce temps, dans son appartement luxueux du quartier de la Presqu'île, Véronique faisait les 100 pas comme une bête en cage. Elle avait commis une erreur, une terrible erreur, en se trahissant devant Étienne. Sabrina est morte. Pourquoi avait-elle dit ça ? Pourquoi ? Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis 19 ans, un numéro qu'elle avait gardé précieusement au cas où. La sonnerie retentit 3 fois, avant qu'une voix méfiante ne réponde. « Allô ? Monsieur Moreau, c'est une vieille connaissance. Nous avons travaillé ensemble il y a longtemps. » Silence à l'autre bout du fil. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, je pense que si, » dit Véronique froidement. « 50 000 €, ça vous rafraîchit la mémoire. » Nouveau silence, plus tendu cette fois. « Qu'est-ce que vous voulez ? Que vous disparaissiez, ou mieux encore, que vous gardiez votre bouche fermée si quelqu'un vient poser des questions ? Quelqu'un est déjà venu, » lâcha Moreau. « Un détective, il m'a trouvé. » Véronique sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? » ?»« Rien. Encore. Mais il reviendra. Et il a de l'argent à offrir. Beaucoup d'argent. »
Je vous en donnerai le double. Ce n'est pas une question d'argent, madame. C'est une question de conscience. Ce qu'on a fait, ce n'était qu'une gamine. J'ai vécu avec ça pendant 19 ans. Vous avez vécu confortablement avec mes 50 000 €, cracha Véronique. Je les ai dépensés en alcool pour oublier. Ça n'a pas marché. Il raccrocha. Véronique fixa le téléphone, la panique montant comme une vague. Tout s'effondrait. Tout ce qu'elle avait si soigneusement construit, caché, enterré pendant presque 2 décennies, remontait à la surface comme un cadavre gonflé. Elle devait agir. Vite, Bertrand, le détective, se présenta au bureau d'Étienne 3 jours plus tard avec des nouvelles. Camille était là aussi, assise à côté de son père. « Luc Moreau a parlé », annonça-t-il sans préambule, en échange de l'immunité que j'ai négociée avec un contact au procureur. Étienne se pencha en avant. Et il confirme tout, lui et son complice. Didier Arnaud ont été payés par Véronique Leclerc en mai 2006. Elle leur a donné l'ordre d'enlever Sabrina pendant que vous étiez à la station-service. Ils devaient l'emmener loin et... Il hésita, regardant Camille. Se débarrasser d'elle. Camille sentit la nausée la submerger. Se débarrasser d'elle, comme d'un objet encombrant. Mais ils ne l'ont pas fait, continua Bertrand rapidement. Moreau dit qu'ils ont gardé l'enfant dans une cabane pendant 1 semaine, ne sachant pas quoi faire. Arnaud voulait aller jusqu'au bout, mais Moreau a refusé. Finalement, ils l'ont abandonnée au bord d'une route en Haute-Savoie, espérant qu'elle serait retrouvée et adoptée. Ces monstres, murmura Étienne, les larmes aux yeux. Ma fille, pendant 1 semaine. Camille prit sa main. Elle se souvenait maintenant, la cabane sombre, le froid, la faim, les pleurs incessants, les 2 hommes qui se disputaient. Il y a autre chose, ajouta Bertrand. J'ai les enregistrements bancaires. Les virements viennent bien du compte personnel de Véronique. Elle a utilisé une société écran, mais j'ai réussi à remonter la piste. C'est du solide. Ça tiendra devant un tribunal. Étienne se leva lentement. Son visage était celui d'un homme brisé, mais aussi celui d'un homme déterminé. Je veux la confronter. Maintenant, Étienne, commença Camille. Non, elle doit entendre ce que j'ai à lui dire. Elle doit voir ce qu'elle a détruit. Bertrand hocha la tête. Moreau a accepté de témoigner. Arnaud aussi. Il a été localisé à Marseille. Ils savent qu'il risque la prison. Mais avec l'immunité partielle, ils s'en sortiront avec du sursis. Votre sœur, par contre, ma sœur n'existe plus, dit Étienne d'une voix morte. Elle est morte pour moi le jour où elle a touché à ma fille. Le soir même, Camille eut un autre rêve. Mais cette fois, c'était différent. Elle voyait sa mère, Hélène, dans un jardin ensoleillé, tenant une petite fille dans ses bras. La femme chantait la berceuse au jasmin. La petite fille riait. « Maman », appelait Camille dans le rêve. Hélène se tournait vers elle, souriait avec une tendresse infinie. « Tu es revenue, ma chérie. Tu as trouvé ton chemin. Je suis désolée, » murmurait Camille. « Désolée de ne pas être rentrée plus tôt. Ce n'était pas ta faute. Rien de tout ça n'était ta faute. » Hélène s'approchait, posait sa main sur la joue de Camille. « Prends soin de ton père. Il a tant souffert. Mais maintenant, il t'a retrouvée. C'est tout ce qui compte. Tu me manques, » chuchotait Camille. « Je sais, mais je suis toujours là, dans les jasmins, dans les berceuses, dans l'amour de ton père. » Camille se réveilla en pleurant. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de terreur. C'étaient des larmes de paix. Elle avait retrouvé sa mère, pas dans la vie, mais dans son cœur. Et elle était prête à affronter celle qui les avait séparés. Les jours suivants furent une tornade d'activités. Bertrand travaillait sans relâche, compilant des preuves, enregistrant des témoignages, construisant un dossier béton contre Véronique. Luc Moreau avait officiellement accepté de témoigner devant un juge. Tout comme Didier Arnaud qui, malgré sa réticence initiale, avait fini par craquer sous la pression, Étienne avait pris une décision difficile mais nécessaire. Il allait confronter sa sœur publiquement, pas dans l'intimité d'un bureau ou d'un salon familial, mais devant témoins, ses associés, ses avocats, et surtout devant Camille. Elle doit comprendre l'ampleur de ce qu'elle a fait, avait-il dit à Camille. Elle doit voir ta douleur, notre douleur. Camille n'était pas certaine d'être prête pour ça. Affronter la femme qui avait volé son enfance, qui avait tué sa mère de chagrin, qui avait détruit sa famille, c'était terrifiant, mais elle devait le faire, pour son père.
Pour Hélène, pour la petite Sabrina qui n'avait jamais eu la chance de grandir avec ses parents. Véronique, de son côté, sentait l'étau se resserrer. Elle avait engagé Maître Duchamp, l'un des avocats les plus chers et les plus retors de Lyon, un homme au sourire carnassier et aux méthodes douteuses. Ils n'ont rien de solide, lui assurait-il dans son bureau feutré. Des témoignages de criminels en quête d'immunité. Aucun juge sérieux ne prendra ça au sérieux. Ce sont des opportunistes qui essaient de se racheter une conscience. Et les virements bancaires ? Demanda Véronique nerveusement. Duchamp balaya l'argument d'un geste. Nous dirons que vous avez prêté de l'argent à ces hommes pour des affaires légitimes, vous êtes une femme d'affaires, vous avez des investissements, rien de criminel là-dedans, et cette fille, cette Camille, un coup monté, répondit Duchamp avec assurance. Elle et votre frère ont manigancé tout ça pour vous écarter de l'héritage. Nous plaiderons la manipulation mentale d'un vieil homme vulnérable. Véronique voulait y croire. Elle voulait désespérément croire que tout ça allait disparaître comme un mauvais rêve. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était fini, son château de cartes s'effondrait, le coup fatal arriva d'une direction inattendue. Julien rentrait du travail un soir, lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. Monsieur Moreau. La voix était féminine, cultivée mais tendue. Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Véronique Leclerc. Je crois que votre femme et mon frère se sont rencontrés récemment. Julien se raidit immédiatement. Camille lui avait parlé de cette femme. La sœur toxique. La potentielle criminelle. Je sais qui vous êtes. Parfait. Alors vous savez aussi que cette situation est délicate. Délicate. Julien ne put s'empêcher de rire amèrement. Vous avez fait enlever une enfant de 5 ans. C'est ce qu'on vous a raconté. Dit Véronique doucement. Mais les choses sont rarement aussi simples qu'elles paraissent, monsieur Moreau. Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez? Silence à l'autre bout. Puis, je veux que votre femme arrête cette mascarade. Qu'elle disparaisse de nos vies, en échange, je suis prête à vous offrir, disons, 200 000 euros, cash, sans question. Julien faillit raccrocher immédiatement, mais une idée lui traversa l'esprit. Il jeta un coup d'œil rapide à son téléphone. Oui, l'enregistrement vocal était activé. 200 000, répéta-t-il lentement, donnant à l'enregistrement le temps de capturer chaque mot. Oui, c'est généreux, vous en conviendrez. Votre petite vie modeste pourrait changer du tout au tout. Vous pourriez acheter un appartement plus grand. Voyager. En échange de quoi, exactement? En échange de votre aide pour convaincre Camille de renoncer à ses prétentions, de laisser mon frère tranquille. Il est vieux, fragile. Cette situation le tue. Julien serra les dents, forçant sa voix à rester neutre. Et si je refuse? Ce serait dommage, répondit Véronique, une menace à peine voilée dans la voix. Vraiment dommage. Les accidents arrivent si vite, vous savez, surtout dans les grandes villes. Vous venez de me menacer. Je ne menace personne. Monsieur Moreau, je constate simplement des faits. Lyon peut être dangereuse. Je vais y réfléchir, dit Julien calmement. Comment puis-je vous recontacter? Véronique lui donna un numéro, puis raccrocha. Julien resta immobile un moment, fixant son téléphone. Puis il sourit lentement. Erreur fatale, Madame Leclerc. Le lendemain matin, Julien se rendit directement chez Étienne avec l'enregistrement. Camille était déjà là, prenant le petit déjeuner avec son père dans la grande salle à manger. « J'ai quelque chose pour vous », annonça-t-il sans préambule. Il leur fit écouter l'enregistrement. Le silence qui suivit était assourdissant. Étienne était livide. Camille, elle, semblait plus triste que choquée. « Elle est vraiment prête à tout », murmura-t-elle. « Corruption de témoins, tentative de subornation, menace », énuméra Étienne d'une voix blanche. « Ma propre sœur, ce n'est plus votre sœur », dit Julien fermement. « C'est une criminelle qui essaie désespérément de sauver sa peau. » Étienne se tourna vers Camille. « Tu comprends maintenant pourquoi je dois aller jusqu'au bout? Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une affaire de justice. » Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je comprends, papa. » Bertrand fut convoqué immédiatement. En entendant l'enregistrement, il eut un sourire satisfait. « C'est parfait. Avec ça, plus les témoignages des ravisseurs, plus les preuves bancaires. Elle est finie. Quand pouvons-nous agir ?» demanda Étienne. « J'ai pris rendez-vous avec le procureur pour demain. Avec votre autorisation, je voudrais également que vous organisiez une réunion formelle avec Véronique et vos associés, une sorte de
Tribunal familial. Dans quel but? Lui donner une dernière chance d'avouer si elle le fait devant témoins? Ça simplifiera le procès. Et psychologiquement, pour vous et pour Camille, avoir cette confrontation pourrait être libérateur. Camille n'était pas convaincue. Vous croyez vraiment qu'elle avouera? Non, admit Bertrand. Mais elle se trahira. Les coupables le font toujours quand ils sont acculés. La réunion fut fixée pour le surlendemain. Dans la grande salle de conférence de Leclerc Hôtel, Véronique reçut une convocation officielle d'Étienne, lui demandant de se présenter pour une discussion urgente concernant l'avenir de l'entreprise familiale. Elle vint, accompagnée de Maître Duchamp, pensant qu'il s'agissait d'une tentative de négociation. En entrant dans la salle, elle trouva Étienne assis en bout de table, Camille à sa droite, Bertrand à sa gauche. 3 associés majeurs de l'entreprise étaient également présents, ainsi que le notaire de la famille. L'atmosphère était glaciale. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» demanda Véronique en s'asseyant. « Ce n'est pas un cirque, » répondit Étienne calmement. « C'est un procès, ton procès. » Véronique pâlit légèrement, mais se ressaisit vite. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Oh, je crois que si, » dit Bertrand en ouvrant un dossier devant lui. « Nous allons commencer par les virements bancaires de mai 2006. 50 000 € à Luc Moreau, 50 000 à Didier Arnaud. Veux-tu nous expliquer la nature de ces transactions ?» Véronique lança un regard à son avocat, qui prit la parole. « Ma cliente a fait de nombreux investissements au fil des ans. Elle n'a pas à justifier chaque transaction, même quand ces investissements coïncident avec l'enlèvement de sa nièce. » rétorqua Bertrand. Le silence qui suivit était électrique. Véronique serrait les accoudoirs de sa chaise, ses jointures blanches. « Vous n'avez aucune preuve. » « Vraiment. » Julien se leva, posant son téléphone au centre de la table. « Écoutons ça ensemble. Voulez-vous… » Il lança l'enregistrement. La voix de Véronique emplit la pièce, claire et incriminante. 200 000 €, cash, sans question. Le visage de Véronique se décomposa. « C'est un piège. Vous m'avez piégée. Tu t'es piégée toute seule, » dit Étienne froidement. Véronique se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. De rage ou de désespoir, impossible à dire. Tu ne comprends pas, elle allait tout prendre, l'entreprise, la fortune, tout. Elle était ma fille, cria Étienne, perdant enfin son calme. Et tu l'as fait enlever. Tu l'as condamnée à grandir seule, sans famille. Tu as tué Hélène. Hélène était déjà fragile. Elle est morte de chagrin. Le hurlement d'Étienne résonna dans la salle. Véronique recula, terrifiée. Camille, qui était restée silencieuse jusque-là, se leva lentement. « J'avais 5 ans, » dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « 5 ans quand vous avez payé des hommes pour me faire disparaître. J'ai grandi en croyant que personne ne m'aimait, que j'étais seule au monde. Vous m'avez volé mon enfance, ma famille, ma mère. » Véronique détourna les yeux, incapable de soutenir le regard de Camille. « Regardez-moi, » ordonna Camille, lentement. Véronique obéit. Était-ce vraiment la peine ? Tout cet argent, tout ce pouvoir, valait-il la vie d'une enfant ? Véronique ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La réponse était écrite sur son visage. Véronique resta figée pendant un long moment, le regard vide, puis quelque chose changea dans ses yeux. La peur laissa place à une lueur dangereuse. Une lueur de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Vous croyez avoir gagné », dit-elle soudain, sa voix retrouvant une assurance glaciale. « Vous ne savez rien ?» Maître Duchamp posa une main sur son bras. « Véronique, je vous conseille vivement de vous taire. » Elle le repoussa brusquement. « Non, ils veulent la vérité. Ils vont la voir. » Étienne se pencha en avant, les mâchoires serrées. « Parle. » Véronique se leva, marchant lentement autour de la table comme un fauve en cage. « Tu penses que c'était juste pour l'argent ? » Étienne, pour l'héritage. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Elle rit, un rire amer, cassé. C'était pour la survie. Notre père t'a toujours préféré, toujours, le fils prodige, l'héritier. Moi, j'étais invisible. Et quand tu as eu Sabrina, ça a été encore pire, toute l'attention, tout l'amour, toute la fortune. Pour cette gamine. Elle était une enfant, cria Camille. Elle était un obstacle, répliqua Véronique en se tournant vers elle. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre ce que c'est de vivre dans l'ombre toute sa vie. De travailler, de se battre, de tout donner, pour rien,
Pour des miettes. Alors tu as détruit une famille, dit Étienne, la voix tremblante de rage contenue. Tu as brisé Hélène. Tu m'as brisé. Je voulais juste ce qui m'était dû. Le silence qui suivit était lourd de dégoût. Même Maître Duchamp semblait mal à l'aise. Bertrand intervint calmement. « Madame Leclerc, je vous informe que cette conversation est enregistrée et pourra être utilisée contre vous. Vous venez essentiellement d'avouer votre culpabilité devant témoins. » Véronique se figea, réalisant trop tard son erreur, mais au lieu de reculer, elle sourit. Un sourire froid, calculateur. « Vous savez quoi? Parfait. Utilisez-le, mais je ne tomberai pas seule. » Elle sortit son téléphone de son sac, tapota quelques touches et le posa sur la table. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Étienne, méfiant. « J'appelle quelqu'un que vous devriez rencontrer. » 21 minutes plus tard, un homme d'une 50aine d'années entra dans la salle de conférence. Il était petit, nerveux, avec des cheveux clairsemés et des lunettes rondes. Véronique le présenta avec un sourire satisfait. « Voici Maître Renaud. Il était le notaire de notre père. » Étienne fronça les sourcils. « Notre père est mort il y a 15 ans, quel rapport ?» Maître Renaud s'éclaircit la gorge, manifestement mal à l'aise. « Madame Leclerc m'a contacté hier soir. Elle m'a persuadé de révéler certaines informations concernant le testament de votre père. » « Quelles informations ?» Le notaire sortit un vieux document de sa serviette. « Votre père avait rédigé un testament original qui partageait équitablement la fortune entre vous et votre sœur. Mais 3 mois avant sa mort, il a modifié ce testament. Il vous a tout légué, à vous et à vos descendants. Véronique ne devait recevoir qu'une petite rente mensuelle. » Étienne secoua la tête. « Je le sais déjà. C'est pour ça que j'ai toujours partagé les bénéfices de l'entreprise avec elle. Même si ce n'était pas obligatoire. Mais vous ne savez pas pourquoi il a changé son testament, » intervint Véronique, sa voix chargée de venin. Maître Renaud hésita, puis continua. « Votre père a découvert que Véronique détournait de l'argent de l'entreprise. Depuis des années, des centaines de milliers d'euros, il était furieux. Il voulait la déshériter complètement. Mais je l'ai convaincu de lui laisser au moins une rente. » Étienne se tourna lentement vers sa sœur, incrédule. « Tu volais, papa. Je prenais ce qui m'appartenait, » cria Véronique. « Il me payait une misère pendant que toi, tu nageais dans le luxe. J'ai construit cette entreprise autant que toi. Tu l'as volée, et quand il l'a découvert, tu as été puni. C'est pour ça que tu m'en voulais, pas à cause de Sabrina. »« À cause de tes propres crimes. » Véronique ricana. « Oh, Sabrina était juste la cerise sur le gâteau quand tu as annoncé que tu modifierais ton propre testament pour tout lui laisser à sa majorité. J'ai compris que je ne toucherais jamais rien. » « Jamais !» Camille sentit la nausée la submerger. Toute sa vie avait été détruite à cause de la cupidité maladive de cette femme. « Pourquoi révéler tout ça maintenant ?» demanda Bertrand. « Ça ne fait qu'aggraver votre cas. » Véronique se rassit, croisant les bras. « Parce que je veux qu'Étienne comprenne, ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas juste de la méchanceté. C'était de la survie. Et oui, j'ai fait des choses horribles. Mais lui aussi. »« Moi ?» s'indigna Étienne. « Tu as profité de l'amour de papa pendant que je croupissais dans l'ombre. Tu as eu une femme merveilleuse, une fille adorable, une vie parfaite. Moi, rien, toujours rien. Alors tu as tout détruit, » murmura Camille, par jalousie. Véronique la regarda enfin vraiment, pas avec haine, mais avec quelque chose de plus triste. Du regret, peut-être. J'ai détruit ce que je ne pouvais pas avoir, oui. Maître Duchamp se leva brusquement. Cette réunion est terminée. Ma cliente ne dira plus un mot, mais Véronique l'ignora. Une dernière chose, dit-elle en regardant Étienne. Les hommes que j'ai engagés, ils n'étaient pas censés la garder en vie. Un frisson glacial parcourut la salle. Quoi ? Murmura Étienne. J'ai payé pour qu'il s'en débarrasse définitivement. Mais Moreau était faible, sentimental. Il n'a pas pu. Il l'a abandonnée en espérant qu'elle soit adoptée. Elle se tourna vers Camille. Tu as survécu par accident, pas parce que je l'ai voulu. Si Moreau avait fait son travail, tu serais morte. Le silence qui suivit était assourdissant. Camille sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle refusait de détourner le regard. « Vous êtes un monstre, » dit-elle doucement. « Je suis une femme qui a été poussée à bout. »« Non, » intervint Julien, sa voix tremblant de rage. « Vous êtes quelqu'un qui a choisi la haine plutôt que l'amour, qui a choisi l'argent plutôt que l'humanité. » Véronique ne répondit pas. Elle ramassa son sac,
se leva. « J'ai fini. Faites ce que vous voulez. Appelez la police. Intentez votre procès. Je m'en fiche. J'ai vécu dans la culpabilité pendant 19 ans. Peut-être que la prison sera plus reposante. » Elle se dirigea vers la porte, mais Étienne l'arrêta d'une voix. « Véronique. » Elle se retourna. « Tu étais ma sœur, ma seule famille après la mort de Hélène. Si tu m'avais parlé, si tu m'avais dit ce que tu ressentais, on aurait pu arranger les choses. » Véronique sourit tristement. « Non, Étienne, on n'aurait rien pu arranger, parce que le problème, ce n'était pas l'argent, c'était que tu ne me voyais pas. Personne ne me voyait. Je te vois maintenant, et ce que je vois me dégoûte. » Véronique hocha lentement la tête. « Tant mieux, au moins, tu me vois enfin. » Elle sortit sans se retourner. Maître Duchamp la suivit. L'air défait, Bertrand se tourna vers Étienne. « Avec ses aveux enregistrés, elle est finie. Le procureur va adorer. Je ne veux pas de vengeance, » dit Étienne lentement. « Je veux juste la justice. »« C'est pareil, papa, » murmura Camille. « Non, » répondit-il en prenant sa main. « La vengeance, c'est personnel. La justice, c'est pour tout le monde. Pour Hélène, pour toi, pour tous ceux qu'elle a blessés. » Les associés présents hochèrent la tête gravement. L'un d'eux prit la parole. « Monsieur Leclerc, nous soutenons totalement votre décision. Véronique sera retirée de tous les postes dans l'entreprise dès aujourd'hui. »« Merci, » dit Étienne simplement. Camille regarda par la fenêtre. Dehors, Lyon brillait sous le soleil hivernal. Quelque part dans cette ville, Véronique préparait probablement sa défense, cherchant des échappatoires, des mensonges, mais ça n'avait plus d'importance. La vérité était sortie, et la vérité, même douloureuse, était libératrice. 2 jours plus tard, Étienne convoqua une dernière réunion, celle qui mettrait fin définitivement à cette histoire. Il avait loué la grande salle de réception du manoir Leclerc, la demeure familiale des hauteurs de Lyon que son père avait achetée 50 ans plus tôt. C'était là que tout devait se terminer, là où tout avait commencé. L'invitation était claire. Véronique, ses avocats, les associés principaux de l'entreprise, le procureur de Lyon, Bertrand, et bien sûr Camille et Julien. C'était un tribunal privé avant le tribunal public. Camille entra dans la salle avec appréhension. Elle n'était jamais venue ici. Cette maison appartenait à un passé qu'elle ne connaissait pas. Les murs étaient couverts de portraits de famille, de paysages anciens, de souvenirs d'une vie qu'on lui avait volée. Étienne l'attendait près d'une grande cheminée de marbre. Il la prit dans ses bras. « Courage, ma chérie, c'est bientôt fini. »« J'ai peur, » admit-elle. « Moi aussi, mais on le fait ensemble. » Véronique arriva la dernière, accompagnée de Maître Duchamp et d'un autre avocat que personne ne connaissait. Elle portait un tailleur noir strict, les cheveux tirés en arrière, le visage fermé. Elle évitait soigneusement le regard de tous. Le procureur, un homme imposant nommé Maître Blanchard, prit place en bout de table. Il ouvrit un épais dossier devant lui. « Mesdames, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui à la demande de monsieur Étienne Leclerc pour établir formellement les faits concernant la disparition de Sabrina Leclerc en mai 2006 et déterminer les responsabilités. » Il se tourna vers Véronique. « Madame Leclerc, vous êtes accusée d'avoir orchestré l'enlèvement de votre nièce alors âgée de 5 ans. Vous avez le droit de garder le silence. Mais je vous informe que tout ce qui sera dit ici sera consigné et pourra être utilisé lors du procès pénal. » Véronique ne répondit pas. Son visage était de pierre. Bertrand se leva, posant méthodiquement les preuves sur la table, les relevés bancaires, les témoignages signés de Luc Moreau et Didier Arnaud, l'enregistrement de la tentative de corruption de Julien, et enfin, l'enregistrement de la réunion précédente où Véronique avait admis sa culpabilité. « Les faits sont clairs, » dit-il calmement. Madame Véronique Leclerc a payé 2 hommes pour enlever Sabrina Leclerc. L'objectif initial était... Il marqua une pause, regardant Camille avec compassion. L'objectif initial était de tuer l'enfant. Un murmure horrifié parcourut l'assemblée. Même certains associés qui connaissaient déjà les faits semblaient choqués de l'entendre dit aussi crûment. Les ravisseurs, pris de remords, ont désobéi et ont abandonné l'enfant en Haute-Savoie. Sabrina a été retrouvée 1 semaine plus tard, traumatisée, sans mémoire claire des événements. Elle a grandi sous le nom de Camille Bernard, jusqu'à ce que, par un hasard extraordinaire, elle rencontre son père biologique le jour de son mariage. Maître Blanchard se tourna vers Véronique. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?»
Véronique leva enfin les yeux. Son regard balaya la salle, s'arrêta brièvement sur Étienne, puis sur Camille. « Non, dit-elle simplement. Je n'ai rien à dire. » Maître Duchamp sursauta. « Véronique, je vous conseille vivement. »« Taisez-vous, » le coupa-t-elle sèchement. « C'est fini, je ne vais pas me battre. » Étienne se pencha en avant. « Incrédule, tu abandonnes, comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Étienne? Que je mente, que je nie? Vous avez des preuves, vous avez des témoins, vous avez mes propres aveux. C'est terminé. » Elle se leva lentement, ignorant les protestations de ses avocats. « Je veux juste dire une chose. » Le silence se fit. « Je ne m'attendais pas à ce qu'elle survive. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne. Et maintenant qu'elle est là... » Véronique regarda Camille directement pour la première fois. « Je ne peux même pas dire que je suis désolée. Parce que je ne le suis pas. Pas vraiment. Je regrette d'avoir échoué. Je regrette qu'elle soit revenue. Et je sais que ça fait de moi un monstre. Mais au moins, c'est la vérité. » Camille sentit les larmes monter, mais refusa de les laisser couler. Elle ne donnerait pas cette satisfaction à Véronique. « Vous ne regrettez pas d'avoir détruit une famille ?» demanda-t-elle doucement. « D'avoir tué ma mère de chagrin, d'avoir brisé mon père. Ta mère était faible, ton père est sentimental. Ce sont leurs faiblesses, pas mes crimes. »« Assez !» rugit Étienne en abattant son poing sur la table. « Assez de tes justifications tordues. Tu as enlevé une enfant, tu as voulu la tuer, tu es une criminelle. » Véronique ne s'y a même pas. « Oui, et tu vas me faire enfermer. C'est bien ce que tu veux, non, ta vengeance. » « Ce n'est pas de la vengeance, » intervint Camille, « c'est de la justice. » « Appelle ça comme tu veux. » Maître Blanchard se leva, ramassant ses dossiers. « Madame Leclerc, je vous informe officiellement que des poursuites pénales seront engagées contre vous. Les chefs d'accusation incluent enlèvement, séquestration de mineurs, tentative de meurtre, corruption de témoins et entrave à la justice. Vous encourez jusqu'à 30 ans de prison. » Véronique hocha la tête, comme si on venait de lui annoncer la météo. « Très bien. Vous ne voulez vraiment pas vous défendre, » insista le procureur, manifestement déconcerté par cette passivité. « Pourquoi le ferais-je? Je suis coupable. Vous le savez. Je le sais. Autant en finir. » Maître Duchamp jeta l'éponge. « Dans ce cas, je me retire de cette affaire. Je ne peux pas défendre quelqu'un qui refuse de se défendre. » Il quitta la salle, suivi de l'autre avocat. Véronique resta seule de son côté de la table, isolée, vaincue. Étienne la regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. « Comment en es-tu arrivée là, Véronique? Nous étions une famille. »« Non, » répondit-elle amèrement. « Toi, tu avais une famille. Moi, j'avais une prison dorée. Tu aurais pu partir, construire ta propre vie. Avec quoi? Avec la petite rente que papa m'avait laissée. Pendant que toi, tu nageais dans des millions. L'argent, » murmura Camille. « Tout ça pour l'argent. »« Non, » dit Véronique en la regardant intensément. « Tout ça pour exister, pour être vue, pour compter. » Elle se tourna vers Étienne une dernière fois. « Tu veux savoir le pire? Le jour où Moreau m'a appelé pour me dire qu'ils avaient abandonné Sabrina et qu'elle était probablement vivante quelque part, j'ai été soulagée. » Étienne cligna des yeux, surpris. « Quoi? » J'étais soulagée qu'elle ne soit pas morte. Parce que malgré tout, je ne suis pas... Elle s'interrompit, la voix se brisant pour la première fois. « Je ne suis pas un tueur. J'ai voulu l'être. J'ai essayé. Mais quand j'ai su qu'elle vivait, j'étais soulagée. »« Mais tu n'as rien fait, » dit Camille. « Tu aurais pu la chercher, la ramener, et perdre tout ce que j'avais gagné en la faisant disparaître. Non, j'ai préféré vivre avec la culpabilité. Et maintenant ?» demanda Étienne. Véronique haussa les épaules. « Maintenant, je paierai. C'est ce que vous voulez, non? La justice. » Maître Blanchard fit un signe. 2 policiers en civil entrèrent dans la salle. « Madame Véronique Leclerc, vous êtes en état d'arrestation. » Ils lui passèrent les menottes. Véronique ne résista pas. Elle regarda une dernière fois autour de la salle. Les portraits de famille, la cheminée, les fenêtres donnant sur Lyon. « J'aimais cette maison, » dit-elle doucement. « J'y ai grandi, j'y ai rêvé. Tu y as aussi comploté, » répondit Étienne froidement. Véronique sourit tristement. « Oui, ça aussi. » Alors qu'on l'emmenait vers la sortie, elle s'arrêta devant Camille. « Tu as gagné? Tu as ton père? Tu as ta famille? Tu as tout ce que j'ai essayé de t'enlever.
Camille la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai rien gagné. J'ai juste récupéré ce qui m'appartenait, ce que vous m'avez volé. Alors on est quitte, murmura Véronique. Non, dit Camille fermement. On ne sera jamais quitte, parce que je ne vous pardonnerai jamais. Véronique hocha lentement la tête. Je ne te le demande pas. Elle partit, escortée par les policiers. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd et final. Un silence lourd s'installa dans la salle. Puis Étienne se leva, marcha jusqu'à Camille et la serra dans ses bras. « C'est fini », chuchota-t-il. « C'est vraiment fini. » Camille s'accrocha à lui, pleurant enfin. Pas de tristesse, mais de soulagement. La justice avait été rendue, et il pouvait enfin commencer à guérir. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Véronique furent étranges. Le procès fit les gros titres à Lyon et même à Paris. L'héritière retrouvée, le crime de la tante jalouse, 19 ans de mensonges. Les journaux s'en donnaient à cœur joie. Camille détestait cette exposition médiatique. Les journalistes campaient devant son appartement, devant la maison d'Étienne, devant les bureaux de Leclerc Hôtel. Tout le monde voulait son histoire, sa douleur, ses larmes. Ne leur donne rien, lui avait conseillé Julien. C'est ta vie, pas un spectacle. Elle avait suivi son conseil. Pas d'interview, pas de photos, pas de déclaration, juste le silence et la dignité. Le procès eut lieu 6 semaines après l'arrestation. Véronique avait refusé tout avocat, ce qui avait poussé le tribunal à lui en désigner un d'office, Maître Ferrand, une jeune avocate énergique, fit de son mieux pour plaider les circonstances atténuantes, mais Véronique sabotait chacune de ses tentatives. « Ma cliente a subi des années de négligence familiale », argumentait Maître Ferrand. « Ce n'est pas une excuse », rétorquait Véronique depuis le box des accusés. Elle était dans un état de détresse psychologique. « J'étais jalouse et cupide. Dites-le comme c'est. » Le procureur n'avait même pas besoin de travailler. Véronique plaidait coupable à chaque chef d'accusation. Enlèvement, séquestration, tentative de meurtre par personne interposée, corruption de témoins. Camille assista à toutes les audiences. Assise au premier rang à côté d'Étienne et de Julien. Elle voulait regarder Véronique dans les yeux. Elle voulait que cette femme voie ce qu'elle était devenue malgré elle. Une survivante, pas une victime. Le moment le plus difficile fut le témoignage de Luc Moreau. L'homme était un fantôme. Maigre, voûté, les yeux cernés de remords. Il monta à la barre en tremblant. « Racontez-nous ce qui s'est passé en mai 2006 », demanda le procureur. Moreau prit une longue inspiration. « Madame Leclerc nous a contactés, moi et Didier Arnaud. Elle nous a proposé 50 000 € chacun pour... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Pour faire disparaître la petite. » « Faire disparaître. Soyez plus précis. Nous devions la tuer. » Un murmure horrifié parcourut la salle. Camille sentit la main d'Étienne serrer la sienne. « Mais vous ne l'avez pas fait, » continua le procureur. « Non, on l'a enlevée comme prévu, pendant que les parents faisaient le plein. On l'a emmenée dans une cabane que Didier connaissait, dans les montagnes. Et là, Moreau s'essuya les yeux. Elle pleurait. Elle appelait sa maman. Elle avait 5 ans. Bon sang. 5 ans, je ne pouvais pas. Qu'avez-vous fait? On s'est disputé. Didier et moi lui voulaient finir le travail. Moi, je refusais. On l'a gardée 1 semaine, en se demandant quoi faire. Finalement, je l'ai emmenée seule et je l'ai laissée au bord d'une route. J'ai prié pour qu'elle soit trouvée. Il regarda Camille, les larmes coulant librement. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Camille ne dit rien. Elle ne savait pas quoi ressentir. De la haine, de la gratitude. Cet homme avait participé à son enlèvement, mais il lui avait aussi sauvé la vie. Pourquoi avoir accepté ce travail? Demanda le juge. L'argent, j'avais des dettes, j'étais désespérée, mais ça ne justifie rien. J'ai vécu dans la culpabilité depuis, chaque jour. Madame Leclerc, dit le juge en se tournant vers Véronique. Souhaitez-vous interroger le témoin? Véronique secoua la tête. Non, il dit la vérité. Didier Arnaud témoigna ensuite, contrairement à Moreau. Il ne montrait aucun remords, seulement de l'agacement. Ouais, on devait la tuer, dit-il crûment. Moreau a flanché, c'est tout. Si ça n'avait tenu qu'à moi. On aurait fini le boulot. La salle explosa. Le juge dut réclamer le silence en frappant son marteau. Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Demanda le procureur, choqué. Arnaud haussa les épaules.
Vous voulez la vérité ou des mensonges? On nous a payé pour un travail. On ne l'a pas fait. Fin de l'histoire. Avez-vous des regrets? Ouais, de ne pas avoir été payé le solde. Madame Leclerc devait nous donner 50 000 de plus après. On ne les a jamais vus. Camille sentit la nausée la submerger. Cet homme parlait de la tuer comme d'un contrat banal. Étienne se leva brusquement, tremblant de rage. Tu oses parler d'argent. Tu as enlevé ma fille. Tu voulais la tuer. Monsieur Leclerc, asseyez-vous, ordonna le juge. Non, je veux qu'il regarde ma fille. Je veux qu'il voie qu'elle est vivante malgré lui. Arnaud jeta un regard indifférent à Camille. Tant mieux pour elle. Étienne voulut se précipiter vers lui, mais Julien et deux gardes le retinrent. Le juge décréta une pause de 15 minutes. Dans le couloir, Camille tenta de calmer son père. « Papa, ça ne sert à rien. Il n'a pas d'âme. Il voulait te tuer, » sanglota Étienne. « Et il s'en fiche. Je sais, mais je suis vivante. C'est ce qui compte. » Julien entoura Camille de son bras. « Elle a raison. Ne gaspille pas ton énergie pour cette ordure. » Étienne s'effondra sur un banc, la tête dans les mains. « Je ne peux pas croire que ma propre sœur. C'était il y a longtemps, » dit doucement Camille. « Et maintenant, elle paie. » Le verdict tomba après 3 jours de délibération. Véronique Leclerc fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge la condamna à 25 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. « Vous avez orchestré l'enlèvement d'une enfant de 5 ans, » déclara le juge d'une voix grave. « Vous avez commandité son meurtre. Vous avez détruit une famille par cupidité. Votre manque total de remords aggrave votre cas. La société a besoin d'être protégée de personnes comme vous. » Véronique écouta le verdict sans broncher. Quand on lui demanda si elle avait quelque chose à dire, elle se leva lentement. « Non, j'accepte la sentence. » Les gardes l'emmenèrent. En passant devant Camille, elle s'arrêta brièvement. « Tu as de la chance d'avoir un père comme lui, » dit-elle simplement. Puis, elle disparut derrière les portes de la salle. À la sortie du tribunal, une foule de journalistes assaillit Étienne et Camille. « Monsieur Leclerc, comment vous sentez-vous » « Camille, avez-vous pardonné à votre tante? Allez-vous écrire un livre sur votre histoire ?» Étienne leva la main pour réclamer le silence. « Je vais faire une seule déclaration. Ma fille a été retrouvée. La justice a été rendue. Maintenant, nous demandons à être laissés en paix pour reconstruire notre famille. Merci. » Il prit la main de Camille et ils montèrent dans la voiture qui les attendait. Ce soir-là, de retour au manoir Leclerc, Étienne organisa un dîner simple avec Camille et Julien. Pas de célébration, juste de la reconnaissance. « Je veux faire quelque chose », annonça Étienne pendant le dessert. « Quoi ?» demanda Camille. « Une fondation, en mémoire de ta mère, pour aider les enfants disparus et leurs familles. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Papa, c'est magnifique. La fondation Hélène Leclerc, elle portera son nom. Et toi, tu en seras la présidente si tu acceptes. Moi, qui mieux que toi peut comprendre ce que vivent ces enfants ?» Camille regarda Julien, qui hocha la tête en souriant. « J'accepte. » Étienne leva son verre. À Hélène, à Sabrina, à Camille, à la famille. Ils trinquèrent, les larmes aux yeux mais le cœur en paix. Plus tard dans la soirée, Étienne emmena Camille dans une pièce qu'elle n'avait jamais vue. L'ancienne chambre de Sabrina, tout était resté intact. Les jouets, les livres, les dessins d'enfants accrochés au mur. Un sanctuaire figé dans le temps. « Je n'ai jamais pu me résoudre à ranger, » admit Étienne. « J'espérais toujours que tu reviendrais. » Camille toucha le lit, la poupée posée sur l'oreiller, les petites chaussures alignées. « C'était moi, c'était toi. » Elle se tourna vers son père. « On peut transformer cette pièce, en faire autre chose. Un bureau pour la fondation, peut-être. » Étienne sourit à travers ses larmes. « Ta mère aurait adoré cette idée. » Ils restèrent là longtemps, parlant de Hélène, de Sabrina, de Camille, de tout ce qui avait été perdu et de tout ce qui avait été retrouvé. Dehors, Lyon brillait sous les étoiles. Et pour la première fois en 19 ans, la famille Leclerc était en paix. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès. L'automne avait cédé sa place à un hiver doux, et Lyon se parait de lumière de Noël. Mais pour Camille, la vraie lumière venait d'ailleurs. Elle venait de la paix qu'elle avait enfin trouvée. Ce matin-là, elle se réveilla avec une certitude. Elle posa sa main sur son ventre encore plat et sourit. Julien dormait à côté d'elle. Paisible, elle ne lui avait pas encore dit. Elle voulait d'abord en parler à son père. Étienne l'attendait dans les jardins du manoir Leclerc.
Il avait pris l'habitude de marcher chaque matin parmi les rosiers et les fontaines. Contemplant Lyon qui s'étendait en contrebas, c'était devenu leur rituel. Se retrouver au lever du soleil pour parler, simplement parler. « Bonjour, papa », dit Camille en le rejoignant. Il se retourna, son visage s'illuminant comme chaque fois qu'il la voyait. « Ma chérie, tu es radieuse ce matin. J'ai quelque chose à te dire. » Étienne la regarda avec attention, puis son regard descendit imperceptiblement vers son ventre. Un sourire incrédule naquit sur ses lèvres. « Tu es enceinte, oui, de 6 semaines. » Étienne la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Oh mon Dieu, un petit enfant. Ou une petite enfant, » rit Camille. « Hélène aurait été tellement heureuse, » murmura-t-il. Elle adorait les bébés. Elle voulait une grande famille. Ils s'assirent sur un banc de pierre, regardant le soleil doré caresser les toits de la ville. « Tu sais ce que je pense ?» dit Camille doucement. « Quoi ? Que maman le sait déjà. Quelque part, elle le sait, et elle est heureuse. » Étienne serra sa main. « J'en suis certain. » Plus tard dans la journée, Camille et Étienne se rendirent ensemble à l'orphelinat de Haute-Savoie. C'était un voyage qu'elle voulait faire depuis longtemps. Retourner là où tout avait commencé, ou plutôt recommencer. Le bâtiment était exactement comme dans ses souvenirs. Vieux, austère, mais propre. La directrice, Madame Rousseau, maintenant âgée de près de 70 ans, les accueillit avec émotion. Camille, ou devrais-je dire Sabrina, Camille va très bien, sourit la jeune femme. C'est le nom que vous m'avez donné, c'est le nom avec lequel j'ai grandi. J'ai suivi ton histoire dans les journaux, je suis tellement heureuse pour toi. Madame Rousseau les fit visiter l'orphelinat, les couloirs résonnaient encore de rires d'enfants, de pas pressés, de vie. Camille toucha les murs, se souvenant de la petite fille qu'elle avait été, perdue, seule, cherchant désespérément à appartenir quelque part. « C'est grâce à vous que je suis devenue celle que je suis », dit-elle à la directrice. « Vous m'avez donné de l'amour quand je n'en avais plus. Tu étais une enfant si courageuse, si forte. » Dans le réfectoire, les enfants actuels prenèrent leur déjeuner. En voyant Camille et Étienne, ils s'arrêtèrent, curieux. « Les enfants, » dit Madame Rousseau, « je vous présente Camille. Elle a vécu ici autrefois, comme vous, et voici son père, qu'elle a retrouvé après de nombreuses années. » Les petits visages s'illuminèrent. Une fillette d'environ 7 ans leva timidement la main. « Tu as vraiment retrouvé ton papa ?»« Oui, » sourit Camille. « Comment ?»« Par une photographie. » « Et beaucoup de chance. » Un garçon plus âgé, peut-être 10 ans, demanda avec espoir. « Alors nous aussi on peut retrouver nos parents. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Parfois oui, parfois non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est aussi les gens qui vous aiment, qui prennent soin de vous. Et vous avez ça ici. » Étienne posa sa main sur l'épaule de Camille. « Et maintenant, vous allez avoir encore plus. » annonça-t-il. « Ma fille et moi avons créé une fondation pour aider les enfants comme vous, la fondation Hélène Leclerc. Nous allons financer l'orphelinat, améliorer les installations et surtout, chercher activement les familles des enfants disparus. » Les yeux de Madame Rousseau se remplirent de larmes. « Monsieur Leclerc, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Faites juste en sorte que ces enfants sachent qu'ils comptent, qu'ils sont vus, qu'ils sont aimés. » Le soir venu, Camille, Julien et Étienne se retrouvèrent au cimetière de Fourvière. C'était la première fois que Camille venait sur la tombe de sa mère. La pierre tombale était simple mais belle. Hélène Leclerc, épouse aimée, mère dévouée. Camille posa un bouquet de jasmin sur la tombe. « Bonjour maman, c'est moi, Sabrina ou Camille. » Les deux, en fait. Sa voix se brisa légèrement. « Je suis désolée de ne pas avoir été là. Désolée que tu sois partie avant qu'on puisse se retrouver. Mais papa dit que tu m'aimais, et je te crois. » Étienne s'agenouilla à côté d'elle, posant sa main sur la pierre. « Elle t'aimait plus que tout, ma chérie. Tu étais sa lumière. Je voulais que tu saches, » continua Camille en parlant à la tombe, « que je vais avoir un bébé, ton petit enfant, et je lui parlerai de toi, de ton parfum de jasmin, de tes berceuses, de ton amour. » Julien s'approcha, enlaçant sa femme, « et cet enfant grandira entouré d'amour. Comme tu l'aurais voulu. » Ils restèrent là longtemps, dans le silence paisible du crépuscule, rendant hommage à celle qui manquait, mais qui, d'une certaine façon, était toujours présente. Une semaine plus tard, Camille reçut une lettre,
Elle venait de la prison, où Véronique purgeait sa peine. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Julien était à côté d'elle. « Tu n'es pas obligée de la lire, » dit-il doucement. « Je sais, mais je veux savoir. » Elle déplia la lettre. L'écriture était soignée, presque élégante. « Camille, je ne m'attends pas à ton pardon, je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches une chose. Pendant toutes ces années où j'ai cru que tu étais morte, j'ai vécu dans la culpabilité. Chaque jour, chaque nuit, quand tu es réapparue, ma première réaction a été la peur. Pas pour mon héritage, pas pour mon argent, mais pour mon âme. Parce que te voir vivante signifiait affronter ce que j'avais vraiment fait. Je ne cherche pas d'excuses. Il n'y en a pas. Mais je voulais que tu saches que si je pouvais revenir en arrière, je ne ferais pas la même chose. La jalousie m'a détruite autant qu'elle t'a fait du mal. Prends soin de ton père. Il mérite le bonheur que tu lui apportes. » Véronique Camille replia la lettre lentement. « Elle s'excuse ?» demanda Julien. « Non, elle reconnaît. Ce n'est pas pareil. » Tu vas répondre. « Non, cette partie de ma vie est terminée. » Elle jeta la lettre dans la cheminée et regarda le papier se consumer. Le dernier jour de décembre, Camille et Étienne se tenaient une fois de plus dans les jardins du manoir Leclerc. Le soleil couchant peignait le ciel d'or et de rose. Camille tenait la photographie d'elle à 5 ans, celle qui avait tout déclenché. Maintenant encadrée dans un cadre d'argent. « Tu sais ce que je réalise ?» dit-elle doucement. « Quoi ? Que cette photo, aussi douloureuse qu'elle soit, m'a sauvée. Sans elle, on ne se serait jamais retrouvés. » Étienne regarda l'image de sa petite fille disparue, puis la femme magnifique qu'elle était devenue. Peut-être que certaines choses sont écrites, que certains liens sont trop forts pour être brisés, même par le temps et la distance. Tu crois au destin, papa ? Maintenant, oui. Ils rentrèrent ensemble dans le manoir, dans le grand salon. Julien les attendait avec du champagne, sans alcool pour Camille. « À quoi buvons-nous » demanda-t-il. Étienne leva son verre, regardant sa fille avec une tendresse infinie. « À la famille, celle qu'on perd, celle qu'on retrouve, et celle qu'on construit. À l'amour qui survit à tout, » ajouta Camille. « Et au futur, » conclut Julien, en touchant doucement le ventre de sa femme. Ils trinquèrent, souriant à travers leurs larmes. Dans le cadre sur la cheminée, la petite Sabrina semblait sourire aussi, non plus une enfant perdue, mais le symbole d'un amour qui avait traversé 19 années de ténèbres pour retrouver la lumière. Dehors, les premières étoiles de la nouvelle année commençaient à briller. Et dans le cœur de Camille, le passé ne faisait plus mal. Il ne restait que la paix. Et l'avenir qui s'ouvrait, doré et plein de promesses,